Petit b, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Il est demeuré inchangé après la loi du 14 juin 2013 et son objet est toujours de prévenir ou de limiter le nombre de licenciements par des mesures diverses. Cela peut et cela doit évidemment prévoir des actions de reclassement qui sont alors renfermées dans un plan de reclassement, lui-même dans le PSE. Il peut y avoir des actions de formation, de conversion, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, de la pré-retraite, des cellules d'information, l'aide à la création d'entreprises, etc., etc. Mais il ne s'agit pas que l'employeur fasse n'importe quoi et propose n'importe quoi. La jurisprudence a précisé que le contenu du PSE doit être réel et sérieux. Ça vous rappelle quelque chose? C'est le principe de pertinence. Il doit prévoir des mesures précises et concrètes et surtout, il doit être proportionné aux moyens de l'entreprise. La loi a repris cette idée selon laquelle la validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe. Il ne s'agit pas de proposer de superbes actions de formation aux États-Unis, etc. si on n'a plus un sou. Ce qui est certain, c'est que les juges ont admis qu'un PSE puisse contenir des mesures réservées à certaines catégories de salariés. On peut par exemple, effectivement, penser que c'est une rupture du principe d'égalité, mais par exemple, si vous prévoyez des primes pour des salariés qui sont âgés de 50 à 56 ans, cela se peut justifier parce que on sait très bien que ces salariés-là auront encore plus de mal que les autres à retrouver un emploi. Notons aussi, et juste de manière anecdotique, que il y a des cas où on n'aura besoin de reclasser personne. C'est quand l'entreprise prévoit des plans de départ volontaires, en incitant les salariés à quitter l'entreprise avant tout licenciement. Ce sont des alternatives au licenciement économique et elles peuvent être prévues dans le cadre d'un PSE. Petit c, la consultation du comité d'entreprise sur le PSE. C'est un élément clé indispensable de la procédure de licenciement pour motif économique. Le comité d'entreprise doit être consulté 2 fois. Une fois au titre de la marche générale de l'entreprise, pour les mesures relatives à l'emploi, aux questions générales relatives à l'organisation, pour tout ce qui est plus lié à l'emploi. Et une deuxième fois au titre de la procédure de consultation des représentants du personnel qui instaure une consultation spéciale en cas de licenciement économique. Cela veut donc dire que le comité d'entreprise doit être consulté 2 fois et depuis la loi du 14 juin 2013, précisée par une circulaire du 18 mars 2014 au sein de l'article L 2323-7-1, une nouvelle procédure de consultation qui ne se substitue pas aux 2 autres, du comité d'entreprise est née. Elle porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'emploi. Un nouvel élément a été créé, ça s'appelle la base de données, et c'est le support de cette consultation. Cette base contient l'ensemble des données économiques et sociales de l'entreprise, permettant de comprendre la situation de l'entreprise, et les données sont accessibles en permanence et mises à jour régulièrement. Petit d, les sanctions liées à la méconnaissance du PSE. Les sanctions prévues par la loi en cas de non-respect des dispositions relatives au PSE sont relativement sévères. L'absence de plan, ou sa méconnaissance, ou son insuffisance, entraîne la nullité de la procédure de licenciement. C'est ce qui résulte de l'article L 1235-10, qui énonce que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet
tant qu'un plan visant au reclassement s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur. Cela veut donc dire que si la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, les licenciements qui auront quand même eu lieu durant ce laps de temps seront nuls. Ce qui veut dire que les salariés pourront se voir proposer des dommages-intérêts ou même, si l'entreprise existe encore, demander leur réintégration. Et attention, il ne faut pas confondre l'absence ou la méconnaissance du PSE et l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise. Si dans le premier cas, l'absence de PSE entraîne une nullité de la procédure de licenciement, une irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, on n'a pas respecté les délais, ou voire on ne l'a pas consulté du tout, n'entraîne qu'une suspension de la procédure de licenciement et l'obligation pour l'employeur, s'il le souhaite, de tout reprendre à zéro. Encore un dernier point, les juges se sont posé la question à un moment donné de savoir si le défaut de cause économique du licenciement entraînait la nullité de la procédure de licenciement et donc la nullité des licenciements. La Cour d'appel de Paris, dans un célèbre arrêt Vivet-O, avait, le 12 mai 2011, opté pour cette solution. Elle avait fait preuve d'une grande audace en déclarant dans cet arrêt que le défaut de cause économique constitue une illégalité qui vicie en amont la procédure de licenciement collectif, et elle prononçait alors dans cet arrêt la nullité des licenciements. La Cour de cassation n'a pas voulu s'engager dans cette voie de contrôle a priori du motif économique par le biais de la nullité, parce que elle considère qu'il faut respecter l'adage « pas de nullité sans texte ». Et donc, seule l'absence ou l'insuffisance prévue par les textes de PSE peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique. Hors absence ou insuffisance de PSE, l'absence de cause économique n'implique pas la réintégration, mais seulement l'allocation de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse. Il me reste à titre très rapide vous traiter un petit 2. On a vu dans le petit 1, le PSE, c'était long, et là le petit 2, ce sera plus court. Les accords de maintien de l'emploi, 2 points, une alternative au licenciement économique. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a prévu qu'en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise, et après diagnostic commun avec les syndicats représentatifs, l'entreprise peut décider de conclure un accord de maintien de l'emploi. Je tiens à vous préciser, comme la dernière fois, que la loi Macron du 6 août 2015 a un petit peu modifié les règles relatives aux accords de maintien de l'emploi, notamment en créant un cas de licenciement sui generis, en cas de refus du salarié de cet accord. Alors, ces accords qui ont une durée limitée dans le temps, en fait, c'est des accords donnant-donnant. On essaie de maintenir l'activité de l'entreprise, mais donc on s'engage à ne pas licencier, mais en échange, on demande aux salariés de faire des efforts en aménageant les règles relatives au temps de travail ou à la rémunération. On a vu ça chez Renault, par exemple, augmentation du temps de travail sans contrepartie financière, diminution de la rémunération, et je n'ose dire que c'est ce que Air France est en train de proposer à ses pilotes de ligne. Alors, ce n'est pas vraiment innovant, ça existait déjà un petit peu, mais on voit qu'on se dirige de plus en plus vers cette voie. La loi Macron, elle entend un petit peu développer les accords de maintien de l'emploi. Alors, l'employeur s'engage à ne pas procéder à des licenciements économiques durant l'accord, 2 ans par exemple. Toutefois, le tribunal de grande instance pourra procéder pendant la période concernée à une suspension de l'accord
à la demande de l'un des signataires en cas d'évolution positive ou négative de la situation économique de l'entreprise. Je tiens à vous signaler que rien n'empêche un employeur pendant cette période de licencier quelqu'un pour un motif personnel. L'accord est très encadré par la loi, évidemment, puisqu'il y a des dangers pour les salariés. Il doit prévoir différentes choses, et notamment les modalités de l'acceptation ou du refus par le salarié de l'application de l'accord à sa situation. En cas de refus par le salarié, l'accord doit prévoir des mesures d'accompagnement, et si le licenciement intervient, ce sera un licenciement pour motif économique. Toutefois, la loi Macron a précisé que, suite à ce licenciement économique, le salarié aurait certes droit au contrat de sécurisation professionnelle, mais il n'aura pas l'obligation pour l'employeur de mettre en place un plan de reclassement, voire un PSE. Pour finir, une clause pénale prévoit le versement de dommages-intérêts aux salariés lésés en cas de non-respect par l'employeur de l'accord, et ce non-respect de ces engagements par l'employeur pourra aussi entraîner la suspension en référé de l'accord par le président du tribunal de grande instance. Vous l'aurez deviné, il ne s'agit bien sûr pas d'un accord simple. Là encore, pour pouvoir négocier un accord de maintien de l'emploi, il faut que la validité de l'accord obéisse à des conditions renforcées, que ce soit un accord majoritaire.